messieurs, Madame la directrice de l'AREF, Académie régionale d'éducation et de la formation du Grand Casablanca, Monsieur le délégué général de la NRT, Agence nationale de réglementation des télécommunications, Monsieur le délégué interministériel à l'éducation numérique en Afrique, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, vice-doyens, directeurs et responsables des institutions partenaires, chers parents, chers professeurs, chers élèves, honorable assistance. Permettez-moi d'emblée de vous souhaiter la bienvenue au nom du groupe EBILIA à cette 3e édition des JVE, placée cette année sous le thème Révolution numérique et enseignement supérieur, opportunités à saisir et défis à relever. Donc ce forum se nourrit de son passé et innove en anticipant sur le futur. Il ambitionne d'orienter la future génération tout en la projetant dans l'univers inédit de l'enseignement supérieur numérique de demain. Pourquoi avoir choisi le numérique? Dans quelle mesure cette nouvelle donne peut-elle influencer l'univers de l'orientation, l'univers de l'enseignement supérieur, de la formation continue et de l'emploi? Mesdames et messieurs, Monsieur Moustapha Andaloussi, président du groupe EBILIA, apportera des pistes de réponse à toutes ces questions. Monsieur le Président, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Madame la directrice de l'Académie régionale d'éducation et de la formation du Grand Casablanca, Monsieur le directeur général de la NRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, Monsieur le président de l'Université Qadéria de Marrakech, Monsieur le délégué interministériel de l'éducation numérique en Afrique, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers futurs bacheliers, bonjour et bienvenue à cette 3e édition des JVE du groupe EBILIA. La vie dit-on, on veut toujours le meilleur. Cette vérité trouve sa plus belle expression dans la pratique de l'enseignement. C'est dans son sein que les aînés transmettent l'héritage du passé. La tradition des journées voies d'excellence que le groupe EBILIA a instituées depuis pour informer, conférences et tables rondes, thématiques pour faire émerger une réflexion ou l'approfondir, des espaces de prise de contact et d'expérimentation, d'écoute et de coaching pour structurer une orientation ou l'affiner. Mesdames et messieurs, l'enseignement est une technosphère informationnelle et communicationnelle, reconfigurée par la révolution numérique qui affecte aussi le marché de l'emploi en créant aujourd'hui des métiers, des profils et des opportunités porteuses de promesses inestimables pour les jeunes générations. C'est pour ces raisons réunies que nous avons fait du numérique éducatif la thématique de la 3e édition des JVE. Il s'agit prioritairement pour nous, Albert-Claude Benamo et François Bocquet trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur généreuse disponibilité et leur contribution aux travaux des activités de ce forum. Mesdames et messieurs, le numérique enclenche une véritable révolution dans le processus et les pratiques, installe un paradigme inédit, modulé à l'infini par les logiques du flux, de l'ouverture et de l'accessibilité. Il pose de facto aux futurs bacheliers le problème de la sélection et du tri et nous engage, chacun à son niveau, à agir pour que abondance ne rime pas avec abondant. Nous avons, en somme, l'intime conviction que la dynamique du numérique éducatif comporte des ouvertures fécondes pour notre système éducatif. Merci à vous tous d'avoir répondu aimablement à notre invitation. Merci à EBILIA Sup d'avoir d'année en année donné à ce forum la dimension d'un événement académique et scientifique de très grande envergure. Merci à toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible ce grand rendez-vous. Notre reconnaissance est infinie pour vous tous. Merci encore une fois et bonne JVE à tout le monde.
s'inscrivent dans la politique nationale globale que notre pays entreprend pour améliorer la qualité de l'enseignement, augmenter son efficience et maîtriser la démarche de l'orientation. Dans ce domaine, quels sont les défis à relever par le ministère de tutelle et quelle place accorder au numérique éducatif dans ce chantier? Ces questions constituent la trame de l'intervention de Mme Khadija Benchouir, la directrice de la REF, Académie régionale de l'éducation et de la formation du Grand Casablanca. Madame la directrice, la parole est à vous. Monsieur le Président du groupe Elbilia, c'est Mustafa Endeloussi, notre cher ami Simon Tasser, président de la NRT, nos honorables invités, parce qu'ils sont en même temps invités de l'Académie du Grand Casablanca, mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves. Je suis vraiment honoré d'avoir la possibilité de contribuer à l'ouverture au moins de ce forum, et je suis aussi contente et heureuse de me retrouver au milieu des élèves, parce qu'à chaque fois que je suis avec les élèves, je suis encore plus heureuse que quand je suis au bureau pour penser aux élèves. Ça me fait toujours plaisir de les retrouver, et surtout si je les retrouve dans un espace aussi beau que celui-là, digne quand même de recevoir et d'accueillir nos chers enfants, et notamment ceux qui sont dans l'excellence, dans le travail et dans un futur qui est un futur que nous voulons tous pour le pays. Moi, je ne ferai pas d'intervention détaillée sur le numérique et le numérique dans l'éducation, mais je dirais que l'introduction de la technologie, ou bien des technologies d'information et de communication dans le système éducatif a commencé il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire on a essayé, on a commencé à l'introduire d'abord dans la gestion, parce que c'était à ce moment-là prioritaire, optimiser, rentabiliser, moderniser aussi la gestion, surtout administrative, et après bien sûr on était obligé de nous inscrire dans la révolution que connaît ce monde-là, le numérique, en tentant bien sûr, en planifiant de l'introduire dans l'enseignement. Faire du numérique un moyen d'enseignement et un levier aussi de qualité de ce que nous avons fait. Il est sûr que cette introduction est encore lente pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont bien sûr objectives. La géographie physique du Maroc, le Maroc n'est pas Casablanca uniquement. Les écoles ne sont pas toutes des écoles comme le groupe Emilia, d'où nécessité bien sûr de moduler les ambitions, tout en sachant que le défi étant là et que le retard n'est pas permis, parce que c'est vraiment un vecteur de mise à niveau et d'arrimage d'un système éducatif de masse. On a quand même 6 millions d'enfants qui sont dans nos écoles, et ça sera bien sûr les millions de citoyens qui s'inscrivent, qu'on le veuille ou non, qui s'inscrivent dans un processus de développement qui ne pardonne pas. Les rythmes doivent être arrimés, d'où bien sûr nécessité de travailler là-dessus et de se dire que dans un horizon proche, nous devons bien sûr introduire et mettre en place ces outils comme moyen d'enseignement, comme outil d'enseignement et comme véritable aussi moyen de révolution dans ce que nous voulons faire de nos enfants, et aussi dans une révolution dans une culture à l'intérieur des écoles et pour tout le système éducatif. La preuve, c'est que on n'est pas encore dans la culture. À chaque fois qu'on essaie d'utiliser ces moyens, il y a toujours une résistance, un questionnement, et des fois les questionnements dépassent la dimension qu'on prévoit. La preuve, toutes les protestations contre un outil de gestion qui est l'outil master. Donc ça, c'est un grand questionnement. Je dirais même qu'il cache une grande problématique qui est le rapport
à l'école. Rapport des parents, rapport bien sûr des élèves, et aussi rapport de toute la société. Un rapport extrêmement utilitaire, réduit à une chose qui est la note, qui est la moyenne, donc une fonction réduite à une fonction de mesure, de sanction, alors qu'on devrait dépasser ce rapport-là vers un rapport qui dépasse cette mission, ou bien cette fonction, pour aller vers la fonction autour de laquelle est organisé bien sûr ce forum, qui se dit, et bien sûr il se veut, un forum d'orientation, d'aide à l'orientation et la finalisation d'un parcours. Vous avez fait plus des 2/3, tous. Il vous reste, je dirais, 1/3 du parcours et vous êtes à la dernière étape, qui est l'étape de choisir vers où aller pour atteindre quelque chose qui devait normalement être installé beaucoup plus tôt. S'orienter, c'est un processus. Orienter aussi, c'est un processus. Choisir, peut-être, c'est des moments selon des opportunités, sachant que les choix peuvent et doivent se développer, doivent accompagner. On peut choisir maintenant et puis après moduler, changer de choix et adapter aussi. Le choix, c'est ça ce qu'on veut. On veut des élèves qui sont capables aussi de faire, entre guillemets, le meilleur choix, mais ça ne veut pas dire c'est le définitif. Le meilleur, bien sûr, par rapport à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, je saisis cette occasion pour parler et échanger aussi, surtout avec les parents d'élèves, sur les réflexions qui sont menées en ce moment sur le système éducatif. Vous savez que depuis le discours de Sa Majesté du mois d'août 2013, une grande réflexion est autour du système éducatif d'une façon générale et de l'école qui est au centre du système éducatif. Il n'y a pas que l'école qui éduque, il n'y a pas que l'école toute seule qui forme, mais l'école est au cœur du système d'éducation et de formation parce que l'école d'abord enseigne et puis parce que l'école aide à orienter chacun vers le parcours qui fera de lui ce qu'il veut et ce que la société veut de lui. Nous sommes en train de réfléchir. Bon, quand je dis nous sommes, il n'y a pas que les cadres de l'administration, il n'y a pas que les responsables, il n'y a pas que le ministre, il y a plusieurs sphères de réflexion parce que le problème de l'école et de l'enseignement, c'est un problème, c'est un souci de toute la société et j'espère que toutes ces réflexions dans ce contexte vraiment volontariste, parce que c'est Sa Majesté qui est derrière cette demande de changement de l'école marocaine. J'espère que toutes ces réflexions se détachent, bien sûr se dépassionnent de tout pour donner le meilleur à cette société et de donner la meilleure école que nous voulons pour nos enfants et surtout pour les enfants qui vont venir. Donc cette réflexion-là a mis aussi, et pas loin qu'hier, a mis aussi dans une rencontre bien sûr au niveau du ministère, a mis au cœur aussi le dispositif d'orientation et d'aide au choix. Et au cœur de ce dispositif, il y a l'orientation interactive dans laquelle l'élève est acteur et aussi dont les parents sont aussi acteurs. Il ne faut pas attendre les résultats, les notes pour choisir, pour orienter. Il faut accompagner pour orienter. C'est vrai qu'on a besoin aussi de connaître, on a besoin de savoir ce qu'il y a, ce qu'on peut faire, mais il faut se mettre dans la dynamique déjà du choix beaucoup plus tôt que juste après des examens et des notes. Je remercie beaucoup Simon Tasser, et ça je le fais sans complaisance. Déjà, quand je l'ai vu, pour moi, ça me rend à l'image que j'ai de lui. Simon Tasser et autres qui font partie de ces Marocains qui se sont faits, bien sûr, qui ont percé, et qui ont percé aussi dans des domaines qui, il y a 20 ans, peut-être que beaucoup de Marocains ne voyaient pas venir. Il est là où il est maintenant, et en plus, il est là pour répondre à une demande d'une école respectable, une école qui s'est inscrite depuis sa création dans la démarche qualité. Je rends hommage bien sûr
Si Andalousie, je rends hommage particulier à la famille, Hajja ou Hajj Andalousie et toute l'équipe, c'est toute la famille qui est derrière l'école et le groupe scolaire Emilia. Et bien sûr, je remercie les partenaires qui répondent aussi, qui ont répondu, et je sais qu'il y en a qui ont répondu dans les 2 éditions précédentes, que je n'ai malheureusement pas eu le plaisir et l'occasion de voir, mais il y a l'Académie qui à chaque fois était présente et qui a essayé de contribuer à ces rencontres. Je le remercie énormément, et parce que par sa présence et la présence d'autres, les élèves n'ont pas un discours, ils ont aussi un modèle. Il y a des modèles qu'il faut voir. Il faut regarder autour de soi, voir des modèles pour pouvoir se construire. On ne se construit pas à partir de la théorie. On m'a dit il faut aussi voir qu'il y a vraiment des personnes, des hommes, des femmes qui se sentent bien sûr rejettent ce qu'on voudrait que nos enfants font, et des fois on voudrait qu'ils fassent ce que nous n'avons pas pu faire. Et c'est pas toujours possible, et ce n'est pas toujours très cohérent. Parce qu'un enfant, nos enfants, c'est une partie de nous, mais ce n'est pas nous. Il faut le savoir. Parce que l'une des grandes, peut-être, problématiques qu'il faut dépasser, c'est celle-là. Aider l'enfant à devenir ce qu'il peut devenir, selon ses capacités, ce qu'il veut devenir, c'est une chose. Faire de lui ce qu'on veut qu'il devienne, c'est autre chose. Et c'est peut-être, dans plusieurs cas, dans plusieurs situations, c'est des causes de conflit, surtout en fin de parcours. Je veux faire ça, non, il faut que tu fasses ça parce que les cousins ont fait ça, parce que moi j'aurais fait ça et j'ai pas pu le faire. Si j'avais les moyens que je t'ai donnés, j'aurais fait. Ça, c'est questionnement. Il va falloir, je vois les élèves qui réagissent parce qu'il y a certainement des enfants qui sont dans cette situation, et des fois ça devient conflictuel, et même ça bloque des parcours parce que le choix n'était pas localisé à 80%, bien sûr, chez l'élève qui devrait être un porteur d'un projet personnel. On parle des projets personnels, nous sommes en train d'installer ça. C'est une culture, c'est des rapports différents, c'est une perception différente, mais non pas limitée à l'enseignant, à l'administration, à l'élève, c'est à toute la société. Donc aider les enfants, mais les laisser faire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire. Bien sûr, ce que je veux faire, selon ce que je peux faire, et que rien n'est terminé. Je peux commencer et aller en changeant, mais c'est moi qui porte le projet, c'est moi qui porte tout le potentiel pour me permettre à m'orienter. Donc je saisis l'occasion parce que j'ai des parents devant moi, et je sais que je reçois des parents qui remettent en question tout un dispositif d'évaluation, de travail et d'enseignement parce qu'ils n'arrivent pas à mettre leur enfant là où ils veulent, eux, ce qu'ils veulent de leurs enfants, ce qu'ils veulent devenir. Donc il va falloir nous ouvrir. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'ici 10 ans, sûr, quel que soit le moyen qu'on y met, mais il change. Donc se projeter dans l'avenir, et la thématique va vous le permettre, se projeter dans l'avenir pour pouvoir aider les enfants à choisir. Je terminerai là-dessus, et encore une fois, réitérer mes remerciements à tous les participants qui sont ici. Je sais qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres dans d'autres panels. Remercier encore une fois et infiniment Mdel aussi et toute l'équipe qui travaille avec lui, et redire un bonjour et un grand bonjour et bon courage, bonne réussite à tous nos jeunes que j'aimerais voir. Ce qui est sûr que je ne serai plus, c'est sûr, directrice de l'académie, mais je resterai la citoyenne contente et heureuse de voir des enfants porter un autre projet de société et y contribuer. Et très bonne journée à tous. Merci Madame la Directrice pour ce précieux éclairage et pour la qualité de votre intervention. Il est notoire que les NTIC et le numérique constituent un vecteur de développement global. Avec M. Esdin Belmontasser Billah, directeur général de l'ANRP,
nous nous demanderons comment le Maroc pourrait faire du numérique un véritable levier de croissance multisectorielle. Mesdames et messieurs, Monsieur le Directeur Général de l'ANRT. Monsieur le Président, Madame la Directrice de la REF, chers invités, chers parents, Messieurs les professeurs et chers jeunes, je vous parlerai à la fin quand j'enlèverai la cravate. Qui puisse fondement dans l'innovation, l'écoute des besoins du marché. Nous sommes témoins à travers l'INPT, l'école d'ingénieurs dont nous avons la tutelle à l'ANRT, de cette recherche de l'excellence. Nous avons parmi nos étudiants des lauréats du groupe Elbilia qui font preuve de beaucoup d'implication et de dynamisme. D'ailleurs, certains parmi eux animeront des ateliers dans le cadre de cet événement. L'histoire de l'éducation est en train de s'accélérer. On a de plus en plus d'accessibilité mondiale, ubiquitaire, de contenu, multiplication de terminaux d'accès, de leur ergonomie croissante, interactivité en temps réel et différé, quasiment sans limite, multiplication des réseaux sociaux, outils de recherche et abaissement des barrières douanières, gratuité de services, interpénétration des métiers, bouleversement des chaînes de valeur, bref, tout ce qui fait la base de la révolution du numérique finit par se décliner dans l'enseignement supérieur. Le numérique bouleverse tous les aspects de l'activité humaine, qu'elle soit économique ou sociale. D'autant plus qu'il ouvre la voie à des modèles économiques moins onéreux. Son avènement impose de repenser le système académique dans son ensemble. Les gagnants sont ceux qui mettront l'élève, l'étudiant au cœur de leurs attentions. Il faut valoriser la créativité, individualiser l'enseignement, réinventer la relation pédagogique. Tout ceci, vous conviendrez, est un formidable enjeu. C'est à la fois une chance et un défi pour un enseignement au mouvement. Une chance, celle de repenser l'élaboration et la transformation et la transmission du savoir de manière interactive. Un défi, celui de construire une éducation performante, innovante, ouverte sur le monde et à tous les publics, étudiants comme salariés ou demandeurs d'emploi, jeunes comme retraités. Les écoles doivent déjà faire face à une multiplication des usages du numérique dans des fonctions comme la documentation, la pédagogie, les systèmes d'information, les réseaux ou encore les métiers de gestion et de management. Sur le plan économique, l'éducation est le principal levier pour dégager des gains de productivité dans un système de production dominé par la connaissance. Cela étant encore plus vrai dans un pays où nous ne disposons de ressources que de la ressource humaine. Nous n'avons pas de pétrole, mais on a des têtes communes. La transformation des modes d'enseignement et d'apprentissage, l'adaptation des dispositifs à de nouveaux publics ou à d'autres contextes sont devenus des questions centrales de l'enseignement supérieur. Bien entendu, l'e-éducation ne va pas supprimer le présentiel, la relation enseignant-enseigné, les salles de classe ou de travaux pratiques, pas plus que la nécessité d'un projet pédagogique cohérent pour des formations longues d'une, 2 ou 3 années. Le e-learning va par contre modifier profondément la place, le poids et la nature du présentiel dans le processus d'apprentissage. Le développement des cours en ligne dans les prochaines années redéfinira la carte universitaire internationale. L'État a pour sa part un rôle à jouer dans l'enseignement du numérique. Il doit conforter la recherche fondamentale en amont, investir dans les infrastructures de communication, soutenir la mise en ligne de corpus, de manuels, de patrimoine scientifique, financer la formation des enseignants aux techniques du e-learning. Mesdames et messieurs, selon le dernier rapport du Forum économique mondial sur l'éthique publié en 2013, le Maroc est classé premier, au même titre que 57 autres pays, en matière de concurrence dans le marché de la téléphonie et de l'Internet. Le seul pays de la région qui figure à côté du Maroc parmi les 57 est la Turquie, en termes d'accès aux services de télécommunication et de technologie de l'information. Le Maroc occupe également des niveaux avancés dans le classement mondial par rapport à sa région. D'abord en matière de téléphonie mobile, où le taux de pénétration à fin décembre atteint 130%. Ainsi, on est devant des pays comme l'Égypte, la Turquie, l'Algérie, le Liban, l'Iran, la Syrie. L'accès à Internet n'est pas en reste puisque le taux de pénétration avoisine les 18%.
fin 2012, notre pays enregistre un taux de pénétration du haut débit mobile de l'ordre de 10%. Un niveau qui le place devant plusieurs pays de la région, comme la Tunisie, le Liban ou l'Algérie. Le développement de l'accès à Internet favorise un engouement pour l'usage des TIC. Cela se traduit par un nombre d'utilisateurs d'Internet important, avoisinant les 16 millions d'utilisateurs par an, ce qui représente à peu près 55% de la population marocaine. C'est pour vous dire que l'on est assez bien outillé pour accompagner cette révolution du numérique, d'autant plus que le Maroc ne manque pas d'ambition dans ce domaine. Un plan national pour le haut débit est en préparation. Il permettra de nous doter d'une infrastructure solide, booster notre économie. Pour revenir à l'enseignement, rappelant des initiatives nationales perspicaces, comme le programme INGES, qui figure parmi les projets phares du plan Maroc numérique 2013 et qui est financé par le fonds du service universel dont l'agence assure la gestion. À titre d'exemple, ce programme, sur 5 ans, a mobilisé un budget de l'ordre de 440 millions de dirhams et va toucher, sur cette période, 120 000 étudiants dans le cycle supérieur qui seront tous dotés d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour la modique somme de 600 dirhams. Puisqu'on considère, en tout cas en ce qui nous concerne, qu'aujourd'hui, un étudiant dans un cycle universitaire qui n'a pas d'ordinateur et d'une connexion Internet, c'est comme un élève qui n'a pas de cartable. C'est-à-dire que bon, ça fait partie des nécessités de base. Mesdames et messieurs, la révolution du numérique provoque une nouvelle forme d'intelligence, mais offre aussi des possibilités d'enseignement encore trop peu inexploitées. Il est encore temps de réagir, de se mettre à niveau. Nous devons prendre conscience de l'impérieuse nécessité de résorber la fracture numérique. Il en va de la capacité de notre système d'enseignement d'exister et de contribuer à ce développement dans un monde ouvert, interactif et assoiffé de connaissances. Je remercie Madame la directrice de la REF pour ces mots gentils, mais l'ANRT porte le secteur de l'enseignement, j'ai envie de dire, un peu dans ses gènes, puisque sur la période 2007-2013, le Fonds du service universel a consacré à l'école publique quelque chose comme 2,5 milliards de dirhams d'investissement pour essayer d'offrir à des millions de jeunes Marocains ce que vous, dans un groupe aussi bien prestigieux comme le groupe Elbilia, vous avez et que vous considérez comme étant un acquis. C'est-à-dire, chez vous, avoir accès à l'ordinateur, à la connexion Internet, c'est vraiment de l'acquis. Alors, je vous invite vivement à essayer d'en tirer profit au maximum, parce que d'autres, malgré les investissements colossaux qui sont consacrés par les pouvoirs publics, je dis 2,5 milliards de dirhams, c'est quand même pas rien, c'est pour équiper près de 10 000 établissements par des salles multimédia, par des tableaux interactifs, ne serait-ce que pour permettre, notamment dans le primaire, aux élèves de toucher à l'ordinateur, de savoir que ça existe, d'avoir la possibilité de le manipuler comme, disons, comme cadeau, alors que dans votre école, l'accessibilité et la connexion fait partie pratiquement de votre quotidien. Alors maintenant, je ne vais peut-être pas enlever la cravate, mais je vais m'adresser aux jeunes. Il est vrai que quand on est en terminale, le choix est souvent difficile. Mais moi, je ne vais pas hésiter une seconde à vous dire, choisissez des métiers qui tournent autour des nouvelles technologies. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, les nouvelles technologies envahissent notre monde de telle sorte qu'il n'est plus concevable de faire quoi que ce soit sans, d'une manière ou d'une autre, utiliser les nouvelles technologies. Pour faire de la musique, on utilise un ordinateur. Pour aller au cinéma, on achète de plus en plus un ticket sur Internet. Pour voyager, on achète son voyage sur Internet. Pour faire de la comptabilité, on va sur l'ordinateur. Et si vous vous nichez dans des
formation qui touche au domaine des nouvelles technologies, en tout cas pour ceux qui seraient les plus ambitieux, vous vous mettez en quelque sorte dans le back-office de plusieurs métiers qui concernent la société de demain. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à toucher, à travers les nouvelles technologies, à du marketing, à de la musique, à des mathématiques, à de l'industrie, à du dessin industriel. Donc, ça peut vous ouvrir des horizons sans limite. Parce que les études supérieures, je les conçois personnellement selon deux grandes catégories. Vous avez des études supérieures qui vous mènent vers un métier spécialisé. Je veux faire médecine, je veux faire architecture, je veux faire... c'est-à-dire un choix qui détermine en quelque sorte le métier que vous allez exercer. Et vous avez des filières où le plus important est d'apprendre un certain nombre, ou de prendre un certain nombre, d'avoir un certain nombre d'aptitudes pour pouvoir, dans le monde mouvant de demain, où les métiers s'interpénètrent les uns avec les autres, être capable de résoudre des problèmes qui se posent à vous, et ces problèmes peuvent être divers et variés. Donc, passer par les nouvelles technologies, ça peut mener à tout. Je m'en prends comme exemple. J'ai fait une école d'ingénieur des télécommunications, mais je n'ai jamais travaillé dans le secteur des télécommunications avant d'avoir été nommé par Sa Majesté à la NRT. Donc j'ai passé pratiquement 25 ans de ma carrière dans le domaine bancaire, dans le domaine du service, mais jamais dans le secteur des télécommunications. Donc, allez sur Internet, puisque vous avez la possibilité de le faire, renseignez-vous, posez des questions convaincues. Je n'ai aucun doute que vous êtes les meilleurs et que vous allez le réussir. Et merci. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'ANRT, pour votre brillante contribution. Mesdames et Messieurs, le numérique dématérialise l'université, la libère et l'ouvre sur le monde entier. En effet, grâce aux MOOC et aux plateformes collaboratives, l'université s'internationalise, devient accessible à tous, se démocratise par la mise en commun et la mutualisation des savoirs et des pratiques. Monsieur Albert-Claude Benamou, délégué interministériel à l'éducation numérique en Afrique, membre du FAN, France Université Numérique, initiateur des ULT, Université numérique thématique et instigateur du 5 Corée en Afrique, programme dédié au développement de l'éducation numérique libre et gratuite pour l'Afrique francophone. Monsieur Benamou, qui nous honore de sa présence, va nous permettre d'avoir une bonne lisibilité de l'immense potentiel de développement que comporte l'e-éducation pour l'université de demain. Mesdames et messieurs, Monsieur Albert-Claude Benamou. Madame la directrice, messieurs les directeurs, permettez-moi d'abord de vous remercier de votre invitation, qui est un honneur, aussi bien pour moi que pour mon collègue le professeur François Boquet de l'Université de Lyon. Je suis moi-même professeur de médecine, de chirurgie cardiovasculaire à l'Université Pierre et Marie Curie. Et donc, c'est toujours important de savoir qui on est, à qui on parle. Et c'est important aussi pour moi de vous dire que être au Maroc, pour moi, c'est toujours également un plaisir et un honneur, parce que je suis né en Algérie et je partage donc en grande partie la culture de l'Afrique du Nord, la culture des pays arabes. Et je pense que c'est important, le lien entre la France et les pays d'Afrique du Nord, dont je suis issu, de pouvoir montrer qu'on peut continuer à travailler ensemble et à développer. Effectivement, on va parler du numérique,
Et c'est important de réfléchir à ce que ça veut dire. Est-ce que le numérique va être un outil de rapprochement, un système de solidarité, pour lequel moi je milite, et je travaille depuis un grand nombre d'années, ou bien un système de promotion des plus riches, de fracture sociale, et est-ce qu'au contraire on va pouvoir recréer un peu une dynamique positive dans ce monde qui vit quand même des moments très difficiles actuellement dans un certain nombre de pays. On voit qu'il y a des affrontements et que les technologies, il faut toujours se rappeler de ça, dans la nature humaine, il y a toujours le plus et le moins. Il y a toujours le positif et le négatif. Et le numérique peut aussi être une arme négative, une arme de surveillance, une arme de guerre. Et donc, on va travailler ici dans l'esprit de la paix, dans l'esprit du développement, dans l'esprit du bonheur humain et du partage du savoir. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, France Université Numérique est un grand projet qui s'inscrit dans la modernité. Parce qu'effectivement, notre monde, comme le disait Monsieur le Directeur, notre monde traverse une révolution technologique. Et c'est parce que nous sommes tous dans cette révolution technologique qu'on avance dans les usages de la technologie pour faire ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Enseigner, partager, transmettre, c'est le travail des hommes depuis leur origine. C'est comme ça que l'humanité a progressé, parce que quand vous avez acquis un savoir, à un moment donné, il faut le transmettre aux plus jeunes. Il faut que les plus jeunes se souviennent des conditions dans lesquelles le processus d'innovation est arrivé et comment on va pouvoir continuer d'aller plus loin encore. Eh bien, voilà, donc on est maintenant, alors évidemment, il y a un nouveau dieu qui est arrivé dans le domaine du numérique, c'est Steve Jobs, avec Apple, avec les Mac, avec iTunes, et nous sommes tous maintenant plongés dans ce monde qui induit un certain nombre de comportements face au fait que même dès l'âge de ces jeunes enfants qui sont devant nous là, si vous leur donnez un iPhone ou un iPad, ils savent très bien, sans avoir eu de formation particulière, ils savent très bien déjà s'en servir. Alors, est-ce que pour autant ils vont devenir de bons étudiants? C'est ce que j'espère, mais c'est pas évident. Donc, il faut bien réfléchir à ce que veut dire l'introduction de la technologie pour apprendre, pas seulement pour... Alors, vous voyez, je disais tout à l'heure pour enseigner, mais c'est aussi pour apprendre. Et si on apprend, c'est pourquoi? C'est pour se former. C'est pour se former, pour devenir compétent. Si vous voulez, vous entrez dans la salle d'opération, je suis chirurgien, si vous allez devoir quand même vous poser la question, est-ce qu'il est capable de m'ouvrir le thorax, d'aller réparer une artère de mon cœur et de me remettre en vie derrière? Donc il y a un problème de compétence. Et vous n'allez pas donner votre compétence comme ça. Il va falloir avoir des preuves pour que la personne, et c'est un peu la fonction fondamentale de l'université, c'est de certifier. Vous avez fait passer des examens pour que nos jeunes étudiants comprennent pourquoi on passe des examens. C'est pas seulement pour leur dire non, t'es pas capable. Ou alors c'est pour leur donner des lauriers pour qu'ils aient la couronne de celui qui a réussi le premier. Non, c'est pour être sûr que dans la vie que nous menons, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'assumer un certain nombre de fonctions essentielles pour toutes sortes de choses, pour tous les métiers. Et donc il faut que dans mon université, on essaye d'expliquer pourquoi finalement il doit y avoir un consensus des jeunes pour apprendre, pour comprendre que c'est pas parce qu'on appuie sur un bouton qu'on comprend tout de suite. Et le lien entre la technologie, ces machines formidables, et le fait que vous allez avoir quand même besoin de quelqu'un pour vous guider dans l'apprentissage. Vous allez avoir besoin d'un maître. Et on revient, vous voyez, entre le passé et le présent, il y a toujours un lien entre ce qui fait l'aspect fondamental dans la transmission. Il y a toujours un maître. Il y a toujours quelqu'un qui va vous donner le là. Quand vous êtes musicien, vous avez un chef d'orchestre. Quand vous êtes dans une salle d'opération, vous avez un patron. Quand vous allez dans une usine, eh bien, il faut bien qu'il y ait des gens qui dirigent.
Et il faut qu'en même temps comprendre ce sens, pas de l'autorité par autoritarisme, mais de l'autorité par la compétence. Et alors, il y a des choses qui ont évolué grâce au numérique, c'est l'apparition peut-être de... Voilà, j'insiste peut-être sur ce visuel, parce qu'il explique un peu le contexte dans lequel nous sommes, et pour lequel nous travaillons avec François Bocquet depuis une dizaine d'années en France. On se bat pourquoi? Parce que grâce à ces technologies, on peut rendre l'accès aux ressources d'enseignement démocratique pour tous gratuit, ou le plus gratuit possible, le moins cher possible. Parce qu'il faut certainement les outils pour y accéder. Mais une fois que vous avez les outils, et on a des outils de moins en moins chers, on travaille sur le concept du high-tech, low-cost. C'est ça l'université numérique de demain et les écoles numériques de demain, c'est qu'il faut qu'elles deviennent accessibles aussi aux pays en développement, dans les conditions où il faut que, effectivement, rendre accessible le numérique, eh ben, il faut que ça soit possible, il faut que ce soit réel, il ne faut pas que ce soit un rêve pour ceux qui sont au nord, dans l'hémisphère nord, et pas accessible à ceux dans l'hémisphère sud et dans les pays en développement. Là où on a besoin du développement, il faut que les ressources numériques d'enseignement soient libres et gratuites. Alors, merveille pour nous, en juin 2012, l'Assemblée générale de l'UNESCO déclaration de Paris, les ressources numériques, les ressources d'enseignement dans le monde entier doivent devenir libres. Alors évidemment, quand on dit ça, alors évidemment, le numérique est une manière de rendre ça possible. Parce que donner des livres, c'est lourd, c'est compliqué, c'est pas fait, il faut les traduire dans toutes les langues, c'est très compliqué. Mais faire des ressources numériques éducatives libres dans toutes les langues du monde, les rendre accessibles sans copyright, c'est possible. Et on travaille à ça. Et c'est la raison, j'ai entendu le nom du programme Sankoré. Effectivement, je suis délégué interministériel pour l'éducation numérique en Afrique. Alors pourquoi le gouvernement français, il y a 4 ans, m'a donné cette mission? Parce que, vous voyez, il y a l'histoire de la communauté dans ce... c'est que la France, dans une tradition depuis la Révolution française, a l'idée de partager le progrès, l'accès à la connaissance. Et les pays où on a le plus besoin, alors vous êtes parmi les pays africains, ceux qui sont, quand on vient dans cette école, on se dit, on n'a pas grand chose à apporter pour la nouveauté, parce que vous êtes déjà dans le monde du numérique, vous y êtes. Quand on va dans, peut-être ça dépend des endroits, quand on va du côté du Sahel, c'est un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas d'accès à l'électricité, les écoles sont, il n'y a pas beaucoup de livres, les enfants ont encore de l'ardoise et de la craie pour travailler, et les maîtres aussi, il y a peu de livres. Et donc, on voit bien qu'il faut faire un gros effort pour le développement, pour l'accès réel. Ce que dit l'UNESCO, bon, c'est un grand principe, mais pour rendre l'accès à la réalité du partage, il faut faire de gros efforts. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de lancer avec le gouvernement français de l'époque et actuellement, qui poursuit bien sûr ce travail, le programme dit Sankoré. Pourquoi Sankoré? Parce que Sankoré, moi ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est le nom de la mosquée de Tombouctou, au Mali. C'était une mosquée du temps du Haut Moyen Âge. À l'éducation numérique pour les pays les plus pauvres, les plus en difficulté. Par exemple, Haïti, mais également donc le Burkina Faso, donc pays avec lesquels on travaille. C'est vrai que, a priori, on peut imaginer que sur des modèles, disons, issus du Nord, l'accès au numérique ubiquitaire pour tous au Burkina Faso, c'est un rêve. C'est pas pour tout de suite. Mais en même temps, il faut tout de suite penser que quand on a commencé le développement de la téléphonie mobile, on n'imaginait pas, par exemple, qu'en Afrique, le développement du numérique par le téléphone cellulaire atteindrait les niveaux qu'il y a actuellement. Actuellement, vous avez des paysans au Burkina Faso qui ne savent ni lire ni écrire et qui se servent d'un téléphone portable. Et je pense qu'ils réapprennent à se servir des lettres, etc. Et ils recommencent à s'alphabétiser grâce à la technologie.
Donc l'idée sur laquelle le programme Sankoré a travaillé, c'est un programme gouvernemental aidé par la France, mais la France ne va pas équiper toute l'Afrique et l'ensemble des populations des pays africains. L'idée, c'est de faire un modèle expérimental pour voir dans quelle mesure il peut effectivement se développer grâce ensuite à l'appropriation de ce modèle par les pays africains et les pays en développement les plus pauvres. Eh bien, en fait, on rejoint très vite des dynamiques qui ont été mises en place en Inde, au Pakistan, dans des pays asiatiques où il y a énormément de population, et en même temps, on se dit, s'il n'y a pas d'accès au numérique, il n'y a pas d'accès à la connaissance, au développement du monde d'aujourd'hui. Donc, il faut entrer dans des modèles tout à fait révolutionnaires, et avec François, on pourrait vous montrer des modèles où on peut avoir un micro-ordinateur qui s'appelle Raspberry, pour 25 $, que vous pouvez avoir l'essentiel de vos ressources. Si vous n'êtes pas connecté au haut débit, on peut travailler sans Internet, mais avec le numérique. Et c'est le programme Sankoré que j'ai développé et qui a consisté justement à dire s'il n'y a pas Internet, c'est pas pour autant qu'on ne va pas avoir accès au numérique. Donc on va trouver les moyens pour faire que l'enseignant, et non plus les enfants, et un outil numérique avec lequel il va pouvoir partager avec ses élèves les ressources numériques qui vont accéder directement par son ordinateur et non pas par Internet. Et donc on a fait ce programme qui s'appelle Sankoré, que vous pourrez, faites sankoré.org, vous allez trouver tout ça sur Internet, sur Google. Eh bien, ce programme consiste justement à dire que le numérique offline, à condition d'y réfléchir correctement, et avec des outils les moins chers possibles, va devenir accessible dans les pays les plus pauvres d'Afrique. Et l'appropriation de ce programme sur lequel on a travaillé depuis 4 ans est en train de se faire, par exemple, au Sénégal, après une première expérience aidée par la France, où on a pu équiper environ un peu plus de 1000 classes numériques. Et bien, maintenant, c'est le gouvernement sénégalais qui provoque un financement propre, avec l'idée qu'il va pouvoir développer. Et donc, on va peut-être assister à une véritable émergence de ce système d'éducation numérique, où en même temps, les choses convergent, parce que derrière, il y a le portable, les systèmes, les tablettes, et tout ça, on va faciliter le travail. On retrouve d'ailleurs cette préoccupation à l'UNESCO, où le thème de la future conférence sur l'éducation qui a lieu dans très peu de temps, je crois, et c'est d'ailleurs déjà la 4e année qui refont cette thématique, ça s'appelle le mobile learning, comment apprendre avec des outils numériques mobiles. Et donc le petit téléphone portable qui devient finalement relativement grand, un smartphone un peu plus grand, peut-être effectivement, à condition qu'il soit connecté. Alors là, c'est la connexion qui pose problème, mais encore que, on peut trouver des moyens de le faire. Voilà, il y a plein de solutions sur lesquelles on travaille pour que le partage du numérique éducatif ne soit pas seulement un rêve qu'on caresse dans les grandes assemblées internationales, mais qui devienne quelque chose d'accessible vraiment aux paysans le plus lointain, dans le plus petit village du Burkina Faso ou d'un autre pays d'Afrique subsaharienne, ou même ici dans des zones qui sont un peu au sud du Maroc. Il y a plein de zones dans lesquelles il y a encore des difficultés pour accéder au numérique, et donc c'est ça qu'il faut faire. Merci. Merci. Alors, notre programme prendra fin. Je vous invite à les contacter à titre personnel tout à l'heure. Merci. Ils sont avec nous pendant toutes les 2 journées. Donc, merci à tous nos invités pour leur généreuse disponibilité et à l'excellence de leurs prestations. Merci au public pour son apport et à la qualité de ses interventions. Merci à tous nos partenaires institutionnels. Excusez-moi, un peu de silence, excusez-moi. On n'a pas encore fini, excusez-moi. Voilà. Donc merci à tous nos invités pour leur généreuse disponibilité. Merci au public pour la qualité de son apport. Merci à tous nos partenaires institutionnels. Merci aux membres du comité d'organisation des JVE pour leur foi, leur passion et leur dévouement au profit du jeune Marocain de demain. Au nom du groupe LBA, je déclare officiellement ouverte la 3e édition des JVE. Je souhaite à vous toutes et à vous tous une orientation passionnante, fructueuse et efficiente.